Le B2B t'apporte une sérénité dans le sens où quand tu as ferré peu de B2B, après ton business peut rouler tout seul. En fait, nous, on a ferré quelques agences, quelques transporteurs, donc tu sais que quand tu les as, après, derrière, en fait, t'as plus tellement de prospection à faire parce que ça tient tout seul, en fait. Hello et bienvenue dans Take Your Dream, le podcast qui transforme tes rêves tech en réalité. Ici, pas besoin d'être un expert ou de tout connaître sur la tech. Que tu sois au tout début de ton idée ou déjà en route vers la réalisation de ton projet, ce podcast est fait pour toi. Toutes les 2 semaines, j'explore le parcours de ceux qui ont osé rêver et se lancer dans l'aventure tech. À travers leurs défis, leurs réussites et leurs erreurs, tu trouveras l'inspiration et les conseils dont tu as besoin pour toi aussi faire le grand saut. Take Your Dream, c'est ton espace pour rêver, apprendre et surtout passer à l'action. Alors, prêt à transformer tes rêves en réalité ? C'est parti ! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien, entrepreneur et fondateur de start-up, pour qu'il nous raconte son parcours, ses défis et comment il les a surmontés. Bonjour Sébastien. Bonjour Tamara. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, écoute, dans le très beau temps nantais que nous avons aujourd'hui. Ah ben, bon, oui, par ici à Gap, c'est pas, je pense qu'on a un peu un temps nantais aussi. Est-ce que tu nous peux commencer par te présenter un peu et puis nous raconter surtout tes débuts ? Alors, pour commencer, j'ai un diplôme d'ingénieur en communication en France et à l'étranger. Donc, j'ai aussi en Grande-Bretagne ce diplôme, ce qui m'a permis en fait d'avoir l'approche technique de par ma formation d'origine en génie logiciel et puis après d'avoir l'approche un peu marketing. Ce qui m'a servi énormément sur les premiers projets que j'ai lancés et j'étais auto-entrepreneur en fait très tôt pour travailler, pour tout te dire en fait, justement avec mes professeurs qui m'embauchaient pendant je faisais mes études, donc c'était assez rigolo. Et puis après, j'ai lancé quelques projets à droite à gauche, alors certains pour m'occuper plus pendant mes études, et puis après des projets qui ont commencé à prendre un peu plus de place. J'ai commencé par avoir un blog sur le sport qui a très bien marché, que j'ai lancé en 2009 pendant que je faisais mes études, et puis qui prenait là aussi beaucoup de place, qui m'ont permis ensuite de lancer mon agence de marketing. Et puis de fil en aiguille, de lancer plein de projets à droite à gauche et de rebondir finalement par rapport à tout ce qui fait un petit peu l'actualité niveau entrepreneur. Donc c'est ça un peu le leitmotiv, c'est que voilà, comment faire pour un petit peu changer de projet, changer d'horizon en fonction de ce qui se fait, du point de vue actualité d'entrepreneuriat. Ok. Il me vient une petite question, mais est-ce que tu as été entouré par des entrepreneurs déjà pour avoir envie aussitôt ou ça s'est un peu fait au fil de l'eau ? Alors ça s'est un peu fait au fil de l'eau, mais ça se base souvent sur des expériences à droite à gauche. Si tu veux toute l'histoire, mes parents étaient très vite investisseurs, eux, de leur côté, en parallèle sur tout ce qui était immobilier, etc. Donc je pense que ça doit aider un peu aussi. Alors, ça n'a aucun rapport avec la technique pure, mais ça permet un peu de contextualiser, de te donner un référentiel quand toi, tu veux te lancer. Pas de brûler les ailes, être très cartésien sur ton approche, etc. Après, tout ce qui va être entrepreneur, je l'ai un peu connu quand j'étais blogueur, dans le sens où c'est un monde qui allait très vite. Tu rencontrais des personnes qui se lançaient à leur compte. T'es dans un univers assez jeune, assez créatif. Je suis passé par une agence de communication à Paris où tout va très vite, où genre ils ont 6 mois d'avance sur le commun des mortels, grosso modo, je résume. Hein. Mais c'est un peu ça, mais ça vient en fait travailler ta veille en fait entrepreneuriale, ta veille, et tu peux anticiper certaines tendances. Je pense que ça doit jouer. Et puis voilà, je pense que c'est aussi un peu de caractère, un peu de travail personnel aussi, de toujours vouloir aller de l'avant en fait, d'anticiper certains usages. Ouais. Ouais, mais après, tu vois, moi, par rapport à mon histoire, je pense quand j'étais étudiante, le monde de l'entrepreneuriat m'était absolument inconnu. Je savais à peine que ça existait, quoi. C'est pour ça que je te posais un peu la question, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'il y a quelques années, quand même. Alors on en parle beaucoup. Après, tu peux avoir peut-être aussi une approche péjorative. Je le compare énormément, notamment par rapport au principe des blogueurs. C'est-à-dire que maintenant, tu as une connotation extrêmement péjorative sur le principe de blogueur que maintenant on appelle influenceur, il me semble. Je sais pas si c'est exactement la même chose, mais Non, mais si, enfin, dans le ouais, ouais. sens où c'est une tendance. C'est une tendance, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on parle énormément, mais ça peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser tous les messages qui sont derrière. Et notamment, oui, dans l'entrepreneuriat, maintenant, t'entends beaucoup de vendeurs de rêves, beaucoup de messages d'inspiration, etc. Mais les meilleurs retours que tu peux avoir, c'est ceux que tu vas chercher. C'est pas ceux qui viennent à toi. Et voilà, c'est pour ça que notamment des petits cercles d'entrepreneurs
ça a une valeur beaucoup plus importante que tout ce que tu peux lire sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, moi, c'est le retour que j'ai personnellement par rapport aux entrepreneurs que je connais dans mon entourage. Quand je vais avoir des retours de qualité, je leur pose la question. C'est pas eux qui viennent me voir, qui viennent me donner des conseils. Non, c'est une approche importante, je pense, souvent, les conseils non sollicités, on a de tout. Bah, c'est ça, ouais. En fait, on peut se faire bombarder de conseils qui sont parfois à l'opposé, de conseils qui sont complètement opposés. Enfin bon, bref. Voilà. Les meilleurs conseils, c'est ceux qui ont vécu les mêmes galères que toi. Quand tu te réunis finalement en petit cercle d'entrepreneurs, on a la chance ici à Nantes d'avoir beaucoup de cercles d'entrepreneurs, des cercles locaux, des cercles régionaux, et on essaie justement d'en profiter. Alors profiter dans le sens noble du terme. Hein. L'idée, c'est pas de grappiller, mais c'est de sortir en fait une information positive pour ton entreprise et pour tes projets personnels, quoi. Non, mais tout à fait. Et du coup, tu parlais de ton blog. Tu t'es tout de suite senti entrepreneur ou c'est arrivé plus au fil du temps? Tu te sens, on te fait te sentir entrepreneur. Alors pourquoi je te dis ça, c'est que c'était vraiment au tout début. Hein. Personne n'en parlait, donc il y a vraiment quelques marques qui avaient pris le taureau par les cornes. Donc moi c'est dans mon sport, donc tu avais en gros ceux qui avaient les moyens, alias Nike, Adidas, et certaines marques qui avaient une forte assise financière. Et donc eux finalement, parce qu'ils sont là pour te brosser un peu dans le sens du poil, pour essayer que tu communiques sur leur marque, te font comprendre que t'as un truc qui est important et qu'il y a moyen de le monétiser, etc., etc. Donc en fait, indirectement, tu es obligé de te faire violence et de te dire, ok, bon, maintenant en fait, faut que je m'y mette. Donc en fait, tu lances un truc sans prétention et puis tu sens une traction et tu es obligé finalement d'adapter ton projet aux attentes de ceux pour qui c'est important, à savoir les marques. Donc c'est comme ça finalement que tu arrives à créer de l'offre alors qu'à la base, tu n'avais pas forcément envie. Moi, je voulais partager une passion, j'étais arbitre à ce moment-là. J'aime bien ce sport, mais j'aime une approche particulière de ce sport qui est l'approche culturelle plutôt que l'approche purement sportive. Ça plaisait à certaines marques, donc j'ai dû voilà faire des reportages, créer des trucs en fait qui sont pas tellement mon métier de base. Et j'ai arrêté au moment où ça changeait encore, c'est-à-dire que on passait de blogueur à justement influenceur où il fallait être derrière une caméra, chose que je ne sais absolument pas faire. Et c'est ça aussi, ça rejoint notre point, c'est qu'il faut être conscient de ses limites. C'est super compliqué en fait quand tu es entrepreneur d'être conscient de tes limites. C'est-à-dire te dire au bout d'un moment, moi, je sais plus faire, il faut que soit je ne fasse pas, soit je fasse différemment, soit je confie la chose à quelqu'un qui lui sait faire. Et c'est ce qui est extrêmement dur dans l'entrepreneuriat. C'est quelles sont tes limites par rapport à un projet. Oui, et puis des fois, enfin, pour ma part, j'ai plus tendance à avoir mes limites plus basses que bah, déjà arriver jusqu'à ces limites, c'est pas toujours évident parce que quand on sait pas trop où elles sont, on peut se dire: «Mais là, je peux pas», alors qu'on peut quand même y aller. Donc Oui, il y a une énorme part de confiance, clairement, dans ces projets. Mais voilà, donc finalement d'un truc sur lesquels on s'attendait à rien, finalement il y a une offre qui se construit. Moi j'ai arrêté, vraiment j'ai tout arrêté en 2021 parce que j'avais peut-être atteint un plafond de verre et je savais que je pouvais pas aller plus loin, donc il y avait deux possibilités. Soit je me staffais, mais j'avais mon activité en parallèle, celle qui est toujours d'actualité, qui fonctionnait très bien. Donc il fallait que j'arrête un projet qui fonctionne bien pour essayer potentiellement de développer le projet de blog. Bon voilà, au bout d'un moment, faut faire des choix. Et c'est des choix parfois un peu compliqués, mais voilà. Donc j'ai tout arrêté niveau blog. C'est une période souvent on m'en parle parce que on m'a connu souvent par rapport à ça. Mais maintenant j'ai une autre activité qui fonctionne tout aussi bien et qui permet un peu d'avoir moins de plafond de verre parce que je me suis entouré de personnes compétentes. et cette activité, du coup, quand tu l'as arrêtée, tu as totalement arrêté ou tu as quand même, dispatché, d'autres personnes ou? En fait, à la base, donc la jeunesse c'était vraiment un blog qui réunissait une centaine de rédacteurs bénévoles qui eux après faisaient fonctionner le blog, etc. Mais moi j'avais créé en fait une agence marketing en parallèle qui me permettait de contractualiser avec des marques pour pouvoir communiquer sur les supports. Donc participer à un festival, on organisait un festival, enfin on co-organisait un festival parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde à l'intérieur. On crée des reportages pour des marques, on faisait des reportages vidéo, etc., etc. Je me suis séparé vraiment de cette partie, on va dire communautaire avec les rédacteurs, qui étaient vraiment autonomes. Moi, je me suis concentré vraiment sur l'agence marketing et au sortir en fait de la Coupe du Monde 2018, on avait atteint beaucoup de limites et en fait, il aurait fallu qu'on se staffe énormément pour créer une agence qui potentiellement aurait pu fonctionner. Et je sentais d'avoir fait le tour de la chose et c'était pas un secteur sur lequel je voulais forcément continuer parce que
plus trop de feeling. Je pense que c'était un projet vraiment d'une période de ma vie. Et l'entrepreneur aussi, par définition, a du mal à se fixer très longtemps sur un truc. Je vois très bien. Garder la motivation pendant longtemps, qu'est-ce que c'est compliqué. Donc voilà. Et quelles sont un peu les leçons que tu as tirées de ce projet-là avant de passer au suivant? Alors, il y en a plein. La force de la communauté, la force du digital, les limites typiquement du bénévolat par rapport à la rédaction. Il y a plein de leçons en fait dans l'entreprise, entrepreneuriat. Il y en a plein. Il y en a plein. Une que j'ai remarqué, moi, en étant créateur de contenu à l'époque, c'était l'ultra centralisation autour de Paris. Ça, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est-à-dire que à l'époque, j'habitais Paris, ça fonctionnait vraiment très très bien cette activité. Et puis j'ai déménagé quand mon fils est né sur Nantes. Je me suis aperçu que j'avais moins de sollicitations. Là, tu vas dire, mais Nantes, c'est pas très loin, en 2 heures de train, tu peux être à Paris. Ouais, mais en fait, c'est ce que te disent les marques, non, c'est pas grave, etc. Mais en fait, tu t'aperçois que s'ils doivent inviter 2 personnes, une qui est à Paris, une qui est à Nantes, ben, ils vont inviter qui? On va prendre celle qui est à Paris. Voilà. Et ça, c'est en fait, indirectement, en fait, tu t'exclus un peu et tu t'aperçois quand même qu'il y a énormément de centralisation sur Paris, sur beaucoup de sujets. En fait, je pense pas que celui-là. Et c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on se rapproche beaucoup de pôles d'entrepreneurs régionaux afin d'apporter du poids, finalement, là, aux régions. C'est là que tu comprends que l'effet de groupe est très important dans l'entreprise. C'est que, et peut-être le réseau French Tech a mis un peu démocratiser tout ça, mais il y a 15 ans, le parisianisme était très, 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 très présent, quoi. Ouais. Bah après, je pense aussi avec le Covid, les gens qui ont un peu plus bougé, ça a aussi aidé à diluer un peu tout ça. Mais bon, enfin, moi, je le ressens encore. Moi, je suis à Gap, un peu perdue dans la montagne. Ouais. Il n'y a pas de gros réseau vers chez moi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou alors tu vas avoir des trucs exceptionnels, genre une fois tous les 2 ans à Grenoble Ouais. ou à Aix. Mais dans le fond, tu vois, c'est un peu pour te donner un peu à manger, mais dans le fond, ça reste toujours le parisianisme face au reste du monde. Tu vois. Très difficile de casser les barrières. C'est après aussi aux entrepreneurs de pas s'arrêter sur ce constat, pas faire le Calimero et de dire, OK, le constat c'est ça. Que faire pour montrer qu'on peut être aussi peut être présent directement en région, quoi. Ok. Et du coup, bah, donc, tu nous disais suite à ton déménagement, donc t'as un peu cette agence a un peu retombé et du coup, tu es parti sur un autre projet. Tu nous racontes un peu? Mais en fait, je suis parti en voyage en fait en Inde en 2017 et il se trouve que j'ai voyagé, j'ai fait une étape à Vienne. Je faisais Nantes-Paris, Paris-Vienne, Vienne-Delhi. Et à Vienne, je suis tombé sur une famille en fait qui allait embarquer pour Delhi et qui s'est retrouvé bloqué à la frontière parce que le père de famille avait voulu faire ses démarches lui-même. Il s'est trompé sur un caractère. Il s'est trompé entre un 1 et un I sur le numéro de son passeport quand il a rempli sa demande de visa. Et donc la compagnie aérienne l'a recalé à l'embarquement. Et vu que lui n'a pas embarqué, le reste de la famille a été recalé aussi. Enfin, il est resté à l'aéroport. Et je me suis dit, ils ont perdu 10 000 euros quand même de voyage. C'est un petit peu dommage d'avoir perdu 10 000 euros pour une erreur d'un caractère. Et j'ai un peu commencé à me renseigner et je me suis dit, mince, mais en fait, il n'y a pas tellement d'acteurs qui sont vraiment purement digitalisés sur cette approche, en tout cas en France. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour ajouter tous les bénéfices du digital à justement ce secteur du voyage. Alors, l'approche aussi n'est pas anodine, c'est-à-dire que moi, je sortais de quelques années en tant que directeur digital d'un groupe de presse qui avait, entre autres, un titre dans le voyage d'affaires. Et donc, on organisait régulièrement des réunions avec ces voyageurs d'affaires qui, entre eux, discutaient tous les matins en disant, ah, il n'y a pas de souci, moi, trouver un bon plan dans tel pays, trouver un billet d'avion pour tel pays, moi, je sais faire, j'ai un travail manager super. Par contre, les visas, quoi qu'il arrive, c'est problématique, même s'ils voyagent 20 fois dans le mois. Donc, là, je me suis dit, à l'époque, ça m'avait déjà un petit peu titillé. Et puis là, l'expérience que j'ai pu vivre à Vienne, je me suis dit, bah, il y a vraiment quelque chose à lancer. Donc, tous les bienfaits, en fait, du digital, rapporté au secteur du voyage, qui est un secteur qui bouge relativement peu, qui est assez, voilà, c'est un énorme éléphant qui est très dur de bouger. En fait, le secteur du voyage, la moindre nouveauté est assez mal perçue.
Ouais, puis ça implique ça implique différents pays, c'est pas. Alors là, en plus, tu viens de pointer un autre truc qui est un peu compliqué, c'est que maintenant, après, on fait de la politique, on fait plus de politique que réellement de technique. C'est oui, en effet, on est dans un secteur, et notamment tout ce qui est immigration, qui est ultra politisé, et c'est beaucoup de relations avec certains pays qui sont parfois compliquées. C'est-à-dire que il faut gérer avec des ambassades qui décrochent jamais, il faut gérer avec des administrations qui comprennent pas ce que vous faites. Faut faire de l'humain, quoi. Et du coup, donc t'as eu cette idée pendant ton voyage et comment t'as démarré? Enfin, qu'est-ce que t'as commencé par faire pour créer ta nouvelle structure? Alors j'ai analysé l'existant, je me suis penché d'abord sur quels étaient les canaux d'entrée des utilisateurs. Le gros avantage est que j'avais déjà un background technique assez qui me permettait en fait d'être autonome sur beaucoup de choses, donc j'avais pas besoin de lever de fonds, pas besoin d'énormes investissements. Ça c'est le gros avantage des projets pure player, c'est que tu es pratiquement tout de suite autonome. C'est d'autant plus vrai actuellement avec l'intelligence artificielle sur beaucoup de projets. Mais il y a déjà 10 ou 15 ans, c'était déjà le cas si tu avais eu, on va dire, quelques astuces. Donc, j'ai pu avancer assez vite sur un POC, sur une destination qui était celle sur laquelle j'avais pu aller, donc l'Inde, en me disant, OK, partons sur l'Inde, on va voir si ça prend ou pas. Donc, j'ai créé un site, j'ai créé un service, j'ai immatriculé, et puis boum, c'est parti. Mais c'est pas parti tout de suite, c'est parti, j'ai lancé le site, et puis j'ai laissé vivoter le projet en me disant, bon, on va voir si il y a une traction ou pas. Ça a mis à peu près un mois et demi. Et puis après, c'est parti de manière exponentielle parce que le référencement aidant, parce que beaucoup de choses faisant, parce qu'il y avait un besoin, parce que je crois on s'est lancé pile je me suis lancé à l'époque pile dans la haute saison. Donc, il y a plein d'astres. En général, mais c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est plein d'astres qui s'alignent au Ouais. même moment, en fait. C'est un alignement astral. J'y crois pas du tout à tout ce qui est astral, etc. Mais là, tu vois, j'ai envie d'y croire. Et tout s'est aligné et ça a fonctionné tout de suite. Puis après, je me suis dit, je vais me lancer sur une autre destination, puis une autre destination, puis cette destination, finalement, je vais en faire plusieurs, puis après maintenant, c'est quelque chose de cohérent sur lesquels on est reconnu auprès des agences de voyage, des groupes scolaires, des CE, etc., etc. Et puis voilà, ça roule tout seul. Mais du coup, quand tu dis ça s'est un peu fait tout seul, enfin, est-ce que tu as quand même utilisé un peu tes compétences en marketing ou vraiment pas spécialement? Il a fallu, il a fallu, parce qu'en fait, la technique, tu peux avoir projet de technique le plus abouti, le plus complet, etc. Si t'as pas de marketing autour, ça sert absolument à rien. Donc forcément, on est Ouais, obligé c'est souvent le problème des développeurs qui font que ça. C'est ça. Et beaucoup passer énormément de temps à faire une fonctionnalité qui, au fond, en fait, tu t'aperçois que le marketing, tu vas jamais le vendre, tu vas jamais le pousser ou quoi que ce soit. Mais des fois, il faut aller au plus simple. Et j'en ai profité, oui, pour travailler les contenus. Qu'est-ce que demandent les utilisateurs? Comment travailler le parcours utilisateur? Je tiens beaucoup à la simplicité du parcours utilisateur. Donc, c'est analyser quels sont les pain points de mes voyageurs. Il faut savoir que dans le voyage, le principal pain point, c'est l'envoi de documents. C'est-à-dire, les gens, ils savent remplir un formulaire, c'est pas un souci. Par contre, si tu leur demandes d'envoyer une pièce jointe, c'est là où tu dois avoir de l'humain. C'est-à-dire que les fiches sont trop lourds, ils reçoivent pas d'email, il y a toujours un problème. Donc en fait, c'est en analysant les usages, la manière de remplir des informations par l'utilisateur que tu identifies quel est le process, le parcours client le plus simple pour qu'il aille du point A au point B. Donc oui, après il y a tout ce qui va être publicité, acquisition de trafic, qui est aussi importante à mon avis dans le marketing, donc ça de la publicité, etc., etc., quoi. Et puis après le démarchage pro. Ouais, donc c'est pas que des astres bien alignés quand même. Bah si, c'est des astres bien alignés, c'est-à-dire que si j'avais fait ça, si ça se trouve 3 mois plus tard, qu'on était en basse saison, j'aurais peut-être fait 2 visages, je me serais dit bon t'es gentil mon coco, mais tu vas retourner à ton blog là. Oui, mais bon, il y a quand même eu pas mal de travail derrière pour acquérir les premiers clients, hein. Oui, c'est ça. Et puis après, tu finis en ligne. Alors, le gros avantage aussi dans le voyage, c'est que tu as une énorme récurrence. Chose que t'as pas sur certains autres sujets ou avec des paniers similaires. Donc, les personnes qui partent en voyage partent souvent plusieurs fois en voyage. T'as souvent un effet de famille. Tu pars pas seul, tu pars avec un proche, tu pars avec tes enfants. T'as plusieurs dossiers à faire. Enfin, toute cette analyse qui s'est avérée fructueuse. Et puis voilà. Mais en fait, qui est finalement l'approche que doivent avoir les entrepreneurs sur à peu près tous les sujets. C'est-à-dire que tu lances pas un sujet tête baissée, c'est déjà tu as fait une petite analyse du marché, du potentiel, etc. Voilà. Un projet qui va se lancer où
où la personne va se dire bon, je lance mon projet, je verrai après pour le business model. Je l'ai vu avec le blog, hein, ça mène à rien en fait. Faut déjà que tu aies un peu de ton business model avant de te lancer, quoi. C'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de développeurs lancer leur petit side project en se disant ça fera des sous tout seul et ça marche pas. Non, mais ça, tu vas le voir sur LinkedIn. Si, alors sur LinkedIn, il y en a plein qui vont dire que ça fonctionne. Mais dans le monde réel, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Du coup, ton entreprise a rapidement grandi. Est-ce que tu as eu besoin d'embaucher rapidement ou tu as pu avancer tout seul? Alors non, si, j'ai dû embaucher rapidement. En fait, non. Alors, l'entrepreneur, une certaine, il se dit qu'il a jamais besoin et que tout va être automatisé et que dans le meilleur des mondes, tout va être simple. Donc, il y passe ses nuits, il passe ses week-ends, et puis au bout d'un moment, il se rend compte que c'est la panique et qu'il doit recruter, mais c'est évidemment trop tard. Donc ça, tout le monde y passera. J'y suis passé, tout le monde y passe. Donc évidemment, je me suis pris trop tard. Je passais des journées de folie, 8h à 23h à faire des dossiers, etc. Et puis en effet, après, j'ai dû me staffer pour différents sujets. La compta, parce que c'est un métier à part et que je ne sais pas faire, et qu'il fallait gérer des gros volumes de facturation et de comptabilité. Et ça aussi, quand tu as déjà ton projet qui tourne, revoir des process comptables quand ton projet tourne déjà, c'est une galère sans nom. Donc mieux vaut avoir d'emblée en fait un process comptable carré. Et puis après, j'ai dû me staffer pour, oui, le volume en fait qui devenait de plus en plus gros. Donc on est monté de manière exponentielle jusqu'à une dizaine de personnes sur avant le Covid, qui a été, c'est aussi le Covid, une période un peu complexe, c'est-à-dire qu'on est passé en fait de l'hypercroissance à l'hyperdécroissance. Donc c'était une montagne russe émotionnelle assez importante. Ouais. Du coup, en combien de temps vous êtes passé à 10 salariés à peu près? On a été fondé en 2017, donc j'ai commencé à embaucher en 2018 et 2020 jusqu'au Covid, donc début 2020 quoi. Donc on a mis 2 ans quoi, voilà, 2 ans et demi quoi. Et du coup, enfin émotionnellement en tant que CEO, ça se passe comment dans ce cas-là? Genre Ça c'est se en mode passe c'est que la moi j'ai fête? pas un cursus. Non, en fait à la base j'ai pas une formation de gestion d'entreprise. J'ai pas fait d'école de commerce. J'ai pas fait de. Moi je suis un technicien à la base, tu vois. Moi, tu me mets derrière un écran, je rencontre personne, c'est très très bien comme ça. Chacun le vit différemment, mais du coup t'es un peu au pied du mur parce que tu dois le gérer. Hein. Alors le meilleur conseil que j'ai jamais eu dans l'entrepreneuriat, à chaque fois je donne l'anecdote, c'est j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait chez Google quand j'avais fait un programme d'accompagnement avec l'ESSEC. Il y a eu un programme d'accompagnement d'entrepreneurs qui durait quelques semaines avec l'ESSEC et Goldman Sachs. Bon bref, il y a un conseil dont je me souviens qui a une valeur inestimable pour moi, c'est quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes là pour gérer les problèmes. Si vous acceptez pas de gérer de problèmes, c'est que vous n'êtes pas chef d'entreprise. Évidemment, en fait, quand tout roule, tout est facile. Tu as des décisions faciles à prendre. En gros, c'est quelle prime je donne, qu'est-ce que je fais de ma trésor, quelle destination je sors. Ça, c'est Problème de facile. riche, quoi. C'est un problème de. Mais en fait, t'as pas besoin de personne. T'as même pas besoin de CEO en fait pour faire ça. À la limite, tes équipes peuvent très bien le faire toutes seules. Par contre, quand il y a un plan social à faire par rapport au Covid, quand il y a un problème quelconque avec tel ou tel client, quand il va avoir un problème potentiellement RH, bon, je touche du bois, c'est pas trop arrivé, mais voilà. Enfin, dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là en fait que l'entrepreneur doit avoir sa vraie casquette de chef d'entreprise, quoi. Et c'est ça sur lequel j'ai pas forcément été formé. C'est là où les retours d'autres entrepreneurs sont assez importants. Et c'est souvent là aussi que tu apprends un peu au pied du mur. Il faut l'accepter la chose en fait. C'est-à-dire que si d'emblée en fait t'es entrepreneur et tu te dis non mais il y a trop de difficultés, moi je vais tout laisser tomber, je vais repasser, je vais tout arrêter, je vais vendre ma boîte, tout ça. En fait ces personnes-là sont pas faites pour être entrepreneurs. Voilà, faut accepter de gérer les problèmes. Et peut-être de se remettre en question aussi. Oui, moi c'est un peu le package global en fait, c'est que si la personne elle accepte pas, c'est que faut se remettre en cause sur sa casquette qu'elle prétend avoir en fait. Mais du coup, au niveau de l'hypercroissance en elle-même, c'est parce que donc on se dit pas forcément on voit pas forcément les difficultés de l'hypercroissance. Quels ont été vraiment les impacts que ça a pu avoir par rapport à ce que tu devais gérer? Alors l'hypercroissance, ça a beaucoup d'avantages, ça a quand même pas mal aussi des avantages, c'est que t'as plus le temps pour faire
ce qui te paraissait simple avant. Tes journées vont être occupées par des micro-problèmes, ce qui fait qu'en fait, une journée de 8 heures, tu regardes pour ton business développement et ça va durer que quelques minutes dans ta journée à la limite parce que tu vas avoir un mini problème à droite, un problème à gauche qui est propre à ton hypercroissance. Et voilà, les choses que tu mettais quelques jours avant à développer vont prendre beaucoup plus de temps parce que tu vas devoir revoir tous tes process par rapport au volume que tu as déjà. Donc, il faut d'emblée, en fait, que tu sois bien staffé, que tu aies les bons systèmes déjà en place. Ça, c'est assez compliqué. Là aussi, faut savoir d'un point de vue technique si tout est bien intégré, si tous tes process clients sont bien intégrés, tous tes process agents sont bien intégrés, et surtout anticiper, avoir une sacrée faculté d'anticipation que je n'ai pas, toujours pas, mais je sais pas si on peut l'avoir d'un coup, mais voilà, te dire, ok, dans un an, est-ce que ça va être toujours la même chose, tu vois? Voilà, te dire qu'avec l'hypercroissance, tous tes process changent absolument tout le temps. Voilà. Mais c'est valable en fait dans l'hypercroissance, mais dans l'hyperdécroissance aussi. C'est-à-dire que, ok. Et tu pu te faire aider, sur cette partie de mise en place de process, d'anticipation, tout ça, ou c'était plutôt tout seul? Non, si, on faisait partie de programmes, pas mal de programmes d'accompagnement. Sur Nantes, on a la chance d'en avoir pas mal. Après, tout dépend de ce que tu entends par se faire accompagner, mais ne serait-ce que d'avoir un soutien moral ou des personnes qui te parlent du truc en fait. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir ta casquette et te dire, moi, ça va en fait, une entreprise normale, etc. Mais t'as quelqu'un qui est extérieur qui va te dire, non, Sébastien, regarde les chiffres, t'es pas dans une croissance normale. Moi, j'ai tous mes clients dans le même secteur que toi, ils font moins de 10% cette année, toi, tu fais plus 80. Ah ouais, ok. Mais en fait, faut que ça vienne souvent, l'information vienne de l'extérieur pour que tu t'en rendes compte. Et puis derrière, après, c'est surtout avoir des retours d'expérience de personnes qui sont passées par là aussi, qui sont essentielles en fait. Oui, pour se dire que c'est normal et qu'il y a des choses qu'on peut faire, quoi. C'est ça, sortir aussi du monde digital auquel je suis très attaché et aller voir des personnes qui sont dans le même secteur que toi, mais peut-être plus classiques, peut-être traditionnelles, et savoir comment eux ont pu gérer la chose. Ils sont souvent beaucoup plus cartésiens, ont un certain recul par rapport à ton métier. En fait, grosso modo, c'est vraiment une question quelles personnes tu rencontres et lesquelles vont t'aider en fait humainement à avancer avec ton projet. Et du coup, donc vous avez une grosse décroissance pendant le Covid. Et comment vous avez survécu un peu par rapport à toutes ces boîtes qui n'ont pas eu cette, j'allais dire chance, mais c'est pas de la chance, mais Non, c'est cette épreuve. ouais. En fait, la grosse problématique, c'est qu'on n'était pas immatriculé dans le secteur du voyage. Donc, pendant longtemps, on n'avait pas bénéficié d'aide autour du voyage. Alors que c'était un secteur qui était relativement sous perfusion. Pendant longtemps, on vivait sur notre trésor. Et puis au bout d'un moment, c'est bien beau de vivre sur la trésor, mais bon, la trésor elle est pas infinie. On voulait pas non plus trop s'endetter. On avait déjà tout ce qui était PGE, etc. Prêt garanti par l'État, en fonction de ce qui était possible, mais on voulait pas s'endetter de manière inconsidérée. Donc au bout d'un moment, c'était soit on pivote, soit c'est fini en fait. Donc le gros avantage, c'est on a collaboré avec pendant le Covid, on a collaboré avec certains laboratoires, notamment autour de la traduction de tests Covid. On a permis en fait aux gens de les traduire pour partir en voyage. Ce qu'il fallait les montrer absolument traduits si tu partais dans tel pays. Donc on a pu travailler là-dessus, ce qui nous a permis en fait de maintenir à flot notre entreprise. Donc en fait, c'est ce côté-là où on faisait plus notre métier parce que c'était plus possible, mais on a un peu pivoté pour continuer à pouvoir le faire, en se disant que quoi qu'il arrive, on savait que notre secteur allait repartir. On savait pas quand. C'était ça le problème en fait. Et donc c'est ça qui était compliqué, c'est-à-dire que la raison de cette baisse n'était pas due à notre action, c'était même pas dû tellement au secteur, c'était encore plus gros, c'était le Covid. Mais on savait que ça allait repartir, et en effet, c'est reparti, on va dire, fin 2021, et c'est reparti de manière plus intense encore que avant le Covid. Donc il a fallu gérer en fait hyper croissance, hyper décroissance, surcroissance après. Je sais pas s'il y a des termes en particulier qui existent. Donc tu vois, c'est l'ascenseur émotif ou c'est un peu compliqué. Au final, tout à l'heure, tu nous parlais du fait qu'au bout d'un moment, tu t'ennuyais. Est-ce que n'empêche que ça n'a pas aidé à que tu restes stimulé dans ce projet? Non, enfin oui et non, mais en fait, si tu deviens, en fait, quand t'as tes équipes, en fait, quand t'es entrepreneur individuel, t'as cette faculté de pouvoir prendre des décisions rapides parce que t'as pas de personne autour.
Là, j'avais une équipe en fait autour. J'avais des employés, etc. Que j'ai toujours. Donc forcément, tu as surtout envie de t'en sortir par rapport à ton équipe. D'accord, continuer à ce que ces personnes soient dans les projets, etc. Je pense que les décisions n'auraient pas été les mêmes si j'avais été tout seul. Il est possible que j'aurais arrêté pendant le Covid. C'est possible, probablement. Et du coup, tu nous parlais de tes salariés, donc vous étiez une dizaine de personnes, donc vous êtes combien aujourd'hui? On est revenu une dizaine de personnes en fait. En fait, après le Covid, donc on a été en surcroissance, donc on est monté à un peu moins de 20 personnes parce que c'était ce qu'on appelait le travel revenge, donc les personnes qui n'ont pas pu partir pendant le Covid ont gardé leur voucher et sont partis après le Covid. Donc à cette période où on a eu énormément d'activités. Et là, désormais, on est organisé, on travaille un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a toujours autant de volume, mais on arrive à travailler avec un peu moins d'effectifs parce qu'on a intégré certaines couches qui nous permettent de travailler plus efficacement. Donc on est une dizaine, on est revenu une dizaine de personnes. Ok. Et du coup, c'est des équipes plutôt techniques, plutôt sur du support. C'est quoi la typographie? Alors, on a très peu de techniques. Nous sommes deux en fait derrière la technique. Après, il y a des équipes en marketing et en production. Donc, ce qu'on appelle la production, c'est vraiment la relation clientèle avec la gestion des documents et la relation consulaire. Mais d'un point de vue technique, on est vraiment que deux à développer sur ces projets. Alors, on aurait pu être plusieurs, encore plus. Mais là, en fait, à deux, on y arrive très bien dans le sens où on est assez complémentaires sur les projets. Et on a intégré aussi pas mal de méthodes de développement. On intègre énormément d'IA dans nos développements, ce qui nous permet en fait d'aller beaucoup plus vite sur des projets en fait, beaucoup plus vite sur des projets. Et on n'a pas non plus un énorme besoin technique. J'entends par là, on n'est pas de faire de l'aéronautique ou du nucléaire, tu vois. On est en train vraiment de faire de la gestion de documents, donc il y a moyen qu'on travaille beaucoup plus efficacement en étant deux à faire de la technique. Et du coup, ça veut dire qu'on peut être CEO et encore faire de la technique. Bah moi honnêtement c'est mon mantra. Hein. Si j'ai pas ça, non moi ça en fait c'est pas un jeu pour moi, mais je le perçois pas comme une souffrance. Moi ça me fait plaisir d'en faire. En fait. Ouais, mais souvent on voit des personnes qui se sentent obligées de laisser un peu leur place quand l'entreprise grandit. Et du coup, on voit bien que toi c'est pas ton cas, quoi. Donc Mais il faudrait sans doute, tu vois. C'est les retours que je peux avoir, c'est que j'ai pas les habitudes, les automatismes que peut avoir par exemple mon développeur qui travaille avec moi. C'est que lui sait très bien faire parce qu'il utilise des normes, il utilise des protocoles, etc. Moi, je suis encore, bon, je vais aller au plus vite pour aller en production, tu vois. Des fois, il me regarde des gros yeux en me disant, bah, attends, Sébastien, faut pas qu'on aille aussi vite, faut qu'on respecte le truc. Oui. Voilà. Mais voilà. Et ça rejoint aussi un autre truc qui est très important en entrepreneuriat, c'est savoir déléguer. C'est pas facile quand c'est ton projet en fait que tu as créé de A à Z de savoir déléguer couche par couche, tu vois. Des fois, le matin, tu travailles, tu fais, putain, mais ça, en fait, ça fait 6 mois que je pourrais le déléguer, mais pourquoi je le fais pas? Tout à des personnes qui sont très compétentes en interne pour le faire. Que ce soit délégué en interne ou en externe. c'est une des difficultés aujourd'hui que tu ressens le plus. Oui, soit tu le comprends, soit il faut que tu le comprennes, ouais. Il faut déléguer, là aussi, j'ai l'impression, la difficulté de beaucoup d'entrepreneurs, ouais. À quel moment, en fait, tu peux te dire, là, je lui laisse et les autres personnes sont au moins aussi compétentes que toi, quoi. Mais des fois, c'est pas toujours facile de faire confiance. Oui, Se dire que ça sera fait aussi bien. Même des fois, ce sera même mieux fait. mais en fait, si c'est pas fait aussi bien, c'est que soit tu t'es raté dans le process, soit tu t'es raté sur la personne, donc tu t'es raté dans le recrutement. Donc le problème est même pas dans la tâche à déléguer, c'est que tu t'es raté dans le recrutement plus globalement. Ouais, il y a un truc c'est rarement la faute de la personne, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a raté avant en fait. Et du coup, t'as eu quelques loupés en recrutement par rapport à ça? Oui. Bah, justement, en fait, dans cette délégation, parfois j'attendais, tu sais, les fameux moutons à 5 pattes. Je vois très bien. Ou à 6. Parce que 5, ça suffit pas. Donc, il en faut 6 des pattes. Mais bon, ça n'existe pas. Mais bon, on avait des exigences qui étaient parfois trop élevées sur certains postes. Donc, on a revu nos fiches de poste en disant, bah, ok, arrêtons de vouloir chercher un polytechnicien qui a un bac plus 40 qui va vouloir travailler pour nous. Parce que déjà, il voudra pas travailler pour nous. Et puis deux, ça n'existe pas, il faut être réaliste. Et donc on a revu en fait, on a fait des fiches de poste beaucoup plus réalistes. Ça a permis d'avoir des profils qui matchaient complètement avec notre philosophie. Voilà. Et notamment les entretiens d'embauche aussi. Par exemple, on parlait de délégation. Je voulais absolument faire tous les entretiens d'embauche. J'ai arrêté. Très bien comme ça.
Parce que ça montre en fait aussi que les autres savent très bien les faire, que ces personnes qui vont être recrutées vont être en interface avec des personnes à qui je délègue les entretiens. J'ai plus d'intérêt à les faire en fait. Et si je les fais en fait, c'est que je fais pas confiance à celles qui sont recrutées pour ça. Donc ça, c'est un exemple très concret, l'entretien d'embauche. Ouais, mais c'est pas facile de savoir, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quelles sont les limites et à quel moment faut switcher, quoi. Ouais, alors souvent c'est les autres qui te le disent, mais il faut avoir aussi la présence d'esprit de le faire. Ouais. Ouais, puis même si c'est les autres qui te le disent, faut les écouter. C'est pas le plus facile. Non, c'est le consensus perpétuel, c'est ça. L'entreprise, c'est le consensus perpétuel. Et dans tes équipes, donc il y a très peu de gens qui sont dans la technique, mais par contre, c'est quand même une plateforme technique. Enfin, comment vous avez inculqué un peu je crois qu'on avait parlé de vulgarisation quand on en avait discuté. Comment tu as mis ça en place pour que tout le monde soit concerné par le produit et le projet? En fait, il y a deux choses. Il y a donc vulgarisation par rapport à ce qui se fait, et il y a l'onboarding, en fait. Ce que j'appelle l'onboarding, un terme très compliqué pour quelque chose de très simple. C'est-à-dire que dès que tu as de l'actualité technique, tu puisses embarquer tout le monde là-dedans et faire en sorte que tout le monde comprenne et puisse trouver un usage. C'est ça. Et par exemple, actuellement, on fait pas mal de réunions autour de l'IA. Chacun vient apporter une idée et puis on voit comment ça peut être appliqué pour leur tâche du quotidien. Et ces personnes, on leur demande pas de savoir développer pour l'IA ou des choses comme ça. On leur demande juste d'exprimer un besoin et de faire une veille relativement passive, mais de faire une veille par rapport à un sujet d'actualité. Comme on l'avait fait à l'époque, par exemple, avant le Covid, on avait fait un accompagnement autour de la blockchain, parce qu'on avait un énorme projet potentiellement sur notre métier autour de la blockchain. Mais l'intérêt, c'était pas tellement de savoir si on sortait ce projet. L'intérêt, c'était qu'on puisse se tenir en fait notre esprit alerte par rapport à un sujet qui était énormément d'actualité, qui était la blockchain à l'époque. Là, c'est un peu pareil avec l'IA. Bref, il y a plein de sujets. L'idée, c'est que il n'y ait pas en fait des pôles qui soient chacun de leur côté et qui discutent pas. C'est-à-dire que c'est un échange d'informations, d'actualité continu entre tous les pôles et qu'on s'entraîne d'un point de vue intellectuel tous au quotidien, quoi. Mais c'est super intéressant de vraiment pouvoir discuter tous ensemble sur des sujets, que ce soit techniques ou autres, hein, mais des sujets à mettre en place parce que c'est, souvent on se retrouve surtout dans les startups, on se retrouve un peu dans le rush, on a plein de choses à faire et on va pas prendre ces temps-là, pour partager des idées, quoi. Exactement. Mais ça rejoint la vulgarisation, c'est une priorité parce que le moindre terme, en fait, n'est pas forcément compris par tout le monde. Simplification, vulgarisation, mais au moins, voilà, si un sujet que tout le monde fasse partie du projet à son échelle. Il y a que des bonnes idées, voilà. Il y a que des bonnes idées. Ouais, c'est pas facile et du coup, moi, tout à l'heure, on parlait un peu du rôle de l'humain, dans l'entreprise, mais du coup, enfin, que ce soit à la fois pour les clients et à la fois en interne, mais l'humain, ça reste primordial et tu en parles beaucoup. Et après, ouais, bah, personnellement, si je dois faire un entretien d'embauche, si j'en ai encore à faire, la priorité, c'est, alors les compétences, j'ai envie de te dire, t'as soft skills et hard skills. Les hard skills, c'est très facile à voir, hein. Grosso modo, 3 questions, c'est réglé. Les soft skills, c'est un peu plus dur. Et c'est ça sur quoi il faut vraiment appuyer. On a fait une sorte d'accompagnement RH, en fait, bien aidé par les aides de la région, là, dans les Pays de la Loire, autour de justement tout ce process, en fait, soft skills, valeurs, qui est très important pour la culture d'entreprise. Et on parlait un peu, d'automatisation et de pas forcément tout automatiser par rapport à tout ce qui est, administratif, on parlait de confiance, enfin, il y a plein de choses comme ça qui reviennent à la partie humaine. Tu l'intègres comment toi dans à la fois dans tes valeurs d'entreprise et dans ta communication, enfin dans En fait, le mot d'ordre dans le service, je pense, c'est proximité. Et c'est le cas maintenant, ce sera le cas dans 10 ans. Donc en fait, malgré tout ce qui est automatisation, etc., il faut que tu arrives à ajouter tout ce qui va être à très très forte valeur ajoutée. Tu le gardes pour tes équipes en fait. Donc typiquement, quand on va répondre à un email d'un client, c'est un email humain avec une vraie personne qui a analysé ton dossier, etc. Mais par contre, certaines choses en fait où il n'y a pas de valeur ajoutée, il y a pas d'intérêt à faire perdre du temps à une personne humaine, il y a moyen de l'automatiser. Donc en fait, l'idée c'est de garder la plus forte valeur ajoutée à tes équipes et à tes clients. Voilà, c'est sur les dossiers plus complexes, les tâches où ça nécessite une analyse plus poussée.
Vous faites tout en interne par rapport à ces analyses ou des fois vous faites aider par des personnes en externe? On va dire la plus grosse analyse, on va la faire en interne. Les dossiers vraiment les plus complexes, etc., on va la faire en interne. On va utiliser certains outils qui nous permettent d'aller parfois un peu plus vite sur certaines choses très simples. Typiquement, on va utiliser énormément de services autour de Google pour préanalyser des passeports, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser, mais parce que on rejoint le côté, ok, gardons de valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a vraiment d'énormément de valeur ajoutée à ce qu'une personne check le passeport, quoi. Et par rapport à tout ce qui est veille, du coup, enfin, toi, c'est aussi en interne que vous faites tout? Vous avez quelqu'un qui est dédié à ça ou c'est vraiment, ou toi ou Bon, la veille métier, tout ce qui va être actualité autour vraiment du métier, on a une personne qui est dédiée à ça. Après, typiquement, par exemple, un truc tout simple, hein, on a un agrégateur de flux qui va nous permettre en fait de récupérer toute l'actualité métier de manière très simple. Tout ce qui va être la veille technologique, ça c'est plutôt l'IT ou alors le codir qui va s'occuper de faire entrer les sujets un peu d'actualité d'un point de vue purement business ou informatique. On participe à énormément d'événements, donc là c'est pareil, hein, dès qu'il y a un événement auquel veut participer quelqu'un dans l'équipe, que ce soit le pôle marketing, que ce soit l'IT, etc. On en a fait un la semaine dernière sur un gros hébergeur qui est à Nantes, on en a fait un juste avant autour de l'IA, etc. Bref, spontanément, tout le monde peut se rendre sur un événement qui permettra de travailler sa veille et sa culture d'entreprise. tu m'as dit que vous alliez, enfin, vous aviez quand même objectif d'aller un peu plus à l'international. Oui. Comment ça se passe quand on est une start-up et qu'on veut aller à l'international? Par où on démarre? Par où on... Eh ben, on n'y va pas. Non, je rigole. Alors, si, quand on est international, c'est un peu ce vers quoi les gens te poussent. Alors, toi, nous, on freine des cas de fer et puis on parle à plein de personnes. Mais si, à l'international, évidemment, eux, ça les engage pas. C'est facile de dire là. C'est facile, tu vois. Il suffit d'eux, mais bon. Alors oui, si, nous, ça pourrait nous intéresser dans le sens où on a beaucoup de marchés. Nous, on touche principalement le marché européen, même si on a 25-30% de nos clients qui sont extra-européens, sous-entendu beaucoup en Afrique, Moyen-Orient, un peu en Amérique du Nord, mais si on veut toucher certains marchés, il faut être présent physiquement dans ces marchés, même si on est pure player. Et ça, on s'en a rendu compte parce qu'on a fait beaucoup de missions d'accompagnement avec certains organismes, notamment Business France et BPI. Donc il y a ces organismes en fait qui sont appuyés par l'État, hein, qui permettent énormément aux entreprises de réfléchir, d'avoir des réflexions de développement d'entreprise. Donc c'est souvent sous-estimé par les entreprises en disant non mais moi j'ai le droit à aucune aide. Alors, ce qui est absolument faux quand t'es entrepreneur, t'as le droit à énormément d'aide. Le problème c'est que souvent tu ne le sais pas, ou alors t'es dans le déni en te disant que non, je veux pas le savoir. Ou alors ça va m'engager, ou alors ça va me freiner, ou je vais perdre du temps, etc. Alors du temps tu vas en perdre, c'est certain, ça prend toujours un trois plombes, mais il y a quand même beaucoup d'aides qui te permettent d'avancer. Et nous, ça nous a permis de faire un programme d'accompagnement en Californie, qui nous a permis de voir que la Californie n'était pas adaptée pour nous. On est en train d'en faire un avec Montréal. On est en train d'analyser aussi l'Asie, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de compagnies aériennes étaient en Asie. Donc, on a fait un programme d'accompagnement Business France avec l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est, pour voir si on pouvait s'implanter là-bas. Bref, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent se faire. Il faut juste déjà dégager un peu de temps, mais surtout pas se dire que c'est pas possible en fait. Et puis même si ça se fait pas, tu travailles en fait ça ajoute en fait un peu d'enthousiasme dans l'entreprise en se disant putain on est en train de réfléchir à se développer international. On n'est pas enfermé en se disant non on va rester nantais toute notre vie, c'est fini, voilà on a atteint notre taille maximum, c'est terminé. Non, on est en train de potentiellement se dire que l'international pour nous ce sera demain. Et ça se passe comment un peu un programme quand tu me dis en Californie, vous avez fait un programme, enfin, ça consiste en quoi? Un peu plus en détail. La BPI et Business France te permettent d'aller rencontrer. Alors, ils analysent déjà toi, ton entreprise. Ils te programment des rendez-vous avec des prospects potentiels. Ok. Donc, en fait, tu arrives là-bas, tu visites le pays ou la région, ils te font rencontrer certaines personnes, etc. Et puis, tu as des grosses journées où pendant une journée, 2 journées, 3 journées, tu as des marathons où tu vas rencontrer des agences de voyage, des compagnies aériennes, plein de typologies différentes, en fait. Et potentiellement tu vas faire du business. Donc typiquement au Vietnam, on a rencontré pas mal avec qui on fait du business. Singapour, il y en a aussi. Enfin bref, Californie, on a rencontré énormément à Los Angeles. C'est eux qui se débrouillent de faire ton démarchage commercial. Donc en fait, quand tu arrives là-bas, si toi t'envoies des emails à ces agences de voyage, à ces compagnies aériennes, ils vont te dire vous êtes qui? On en reçoit 200 des emails tous les jours. Par contre, si Business France fait la démarche en disant regardez, on est l'État français,
On vous recommande, on vous organise une journée où vous allez rencontrer plein d'entreprises françaises qui sont relativement bien vues à l'international. Je veux dire, les entrepreneurs français sont bien vus à l'international quoi qu'il arrive. Eux, ça les intéresse en fait. Ils ont rien à perdre. Ils vont moins subir que si je les ai contactés spontanément. Donc en fait, tu t'enlèves toute cette partie de démarchage que tu aurais payé quoi qu'il arrive avec un commercial, qui te permet de toucher énormément de personnes. Ouais, donc c'est quand même super intéressant pour n'importe quelle boîte qui veut aller à l'étranger. Tu conseillerais de passer par là. C'est complètement contacter BPI et Business France, c'est deux portes d'entrée indispensables. Contacter déjà ne serait-ce que la CCI de votre ville, c'est un truc qui est sous-estimé, mais quand vous vous lancez par exemple, un truc qui est pas connu, mais c'est que souvent tu as des permanences de comptables. Moi, ça m'a permis de trouver déjà mon expert comptable et de trouver une personne qui, au-delà d'être expert comptable, est quelqu'un de bienveillant pour mon activité. Donc en fait, j'y suis allé spontanément à la CCI et j'ai pu avoir 1 heure gratuite avec 7 experts comptables qui est devenu celui qui me suit, qui m'aide énormément. C'est pareil du coup pour Business France et BPI, contactez-les, vous n'avez rien à perdre. Au pire, ils vous disent non, aucune perte. Et tout ce qui va être les missions, par exemple, de prospection qu'on a, il y a souvent des aides autour de ça. Typiquement, la BPI, une super aide actuellement qui s'appelle l'assurance prospection, qui te rembourse, je sais plus combien, 40 ou 50%, voire plus, de tout l'argent qui va te servir à prospecter à l'international. En fait, c'est une assurance. En gros, si tu arrives à faire du business, tu dois les rembourser. Enfin, ils vont pas te donner d'argent, mais si tu n'arrives pas à faire du business, c'est une assurance, donc ils vont te rembourser la moitié de ton investissement. Après, c'est capé, il y a des plafonds, machin truc, bon. Certes, mais il y a quand même énormément d'aides qui te permettent de partir un peu plus sereinement. Voilà. Si tu veux avoir un VIE, par exemple, aussi à l'étranger, comme ça a été de notre côté envisagé, un VIE, Business France t'offre beaucoup de facilités. Il t'offre les locaux pour ton VIE, il t'offre, de mémoire, je crois qu'il y a une participation financière par rapport au VIE, je sais plus le montant, je sais plus le contexte exact, mais voilà, tu as des facilités que tu n'aurais pas forcément eu dans d'autres situations. Ok. Ben, c'est très intéressant à savoir pour ceux qui veulent se lancer, enfin, ou qui sont déjà lancés même. Voilà. Faut pas se dire, en fait, que c'est pas possible. Faut pas hésiter à faire des études de marché. On passe par une boîte qui s'appelle OE, 2OH2E, qui est nantaise, et qui permet de faire des études de marché internationales. C'est un truc qui est pareil, sous-estimé, c'est-à-dire que ouais, pareil, au lieu de mettre énormément de moyens avec une personne physique qui va être là-bas, cette entreprise en fait te permet d'avoir des locaux qui font l'étude de marché pour toi. C'est un projet qui est génial et qui en plus peut être potentiellement, à l'époque c'était le cas, financé par des chèques relance export, qui je crois sont plus forcément d'actualité. Mais bon, bref, il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà. Ok, je t'avoue, je connais pas ces chèques. Ah, mais c'est infini. Honnêtement, on en prend tous les jours. Donc, bah après, je sais, sur toutes les aides BPI, il y en a souvent qui hésitent à les demander alors que finalement, elles sont accessibles, quoi. faut pas avoir de scrupules à demander, dans le sens où, quand tu as des coups durs, tu vas le regretter de ne pas avoir demandé. Et c'est pas parce que tu es autofinancé et que tout se passe bien que t'as pas le droit à ces aides. Enfin, prends-les. Typiquement, par exemple, PGE, il y en a plein qui l'ont pris alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais ça te permet potentiellement d'avoir déjà un financement pour pas trop cher. Donc, voilà, faut pas hésiter, hein. Faut pas avoir de scrupule à ça. Et quand je dis pas avoir de scrupule, c'est pas péjoratif. Quand je dis pas avoir de scrupule, c'est dire que c'est un argent public que tu payes indirectement par les charges avec tes employés, etc. Utilise-le si c'est possible. Ok, mais merci beaucoup pour ce conseil. Tu m'as parlé en plus de cette entreprise, du coup, qui tourne plutôt bien, que tu avais plein d'autres projets. Mais alors moi, je me rappelle la question que je t'ai posée, c'est mais les CEO, c'est pas des gens débordés C'est forcément débordé. En fait, c'est très franco-français hein, d'être débordé. Hein. Tu vas en Allemagne, tu dis que t'es débordé, c'est très mal vu. En France, quand tu te dis que t'es débordé, c'est top. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il est vraiment un bon entrepreneur. C'est culturel, hein, purement culturel. Si, mais c'est pareil, c'est le côté enthousiaste. C'est-à-dire que il faut que tu aies toujours quelque chose qui te fasse réagir en fait par rapport à une actualité. Donc on dit, il y a le fameux adage, il faut lancer 10 projets pour qu'il y en ait un qui fonctionne. Et ça, j'y crois absolument. Évidemment, nous on a lancé notre projet qui ont pas forcément fonctionné, mais on peut pas s'en vouloir de les avoir lancés. Ça permet d'ajouter voilà de une ouverture d'esprit en interne. Des fois, c'est des projets que je lance seul de mon côté et qui fonctionnent pas. Bah, ok, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mais il faut absolument lancer des choses. Et comment tu fais pour continuer à lancer des choses tout en gérant une équipe Alors, il faut identifier des projets sur lesquels tu peux te lancer relativement facilement, ou tu peux tester un marché facilement. Et maintenant, surtout, lancer un projet, moi je regarde avec le rétroviseur. Hein.
Ce qu'on fait maintenant en 2025, par rapport à l'énergie qu'il fallait, le temps passé à passer dessus il y a 10 ans, il n'y a rien à voir. Enfin, maintenant, tu peux lancer un projet, j'entends un projet, c'est vraiment des projets Internet que je sors. Les projets vont très très vite en 2025. Très 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 vite. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à en lancer dans le sens où il n'y a pas tellement d'excuses pour Internet sur le côté, ça prend du temps. C'est plus viable en 2025. Est-ce que c'est pas plus facile de lancer un projet quand on en a déjà réussi un? Enfin, oui, enfin, c'est une réalité. Ça rejoint une conférence que j'avais pu voir d'un conférencier canadien. J'ai fait mon stage en fait au Canada, à Montréal, et j'avais vu un conférencier avec un accent canadien, un coupé au couteau, qui s'appelle Sylvain Boudreau, et qui expliquait un principe d'entrepreneuriat qui est pour moi pertinent. C'est le principe du masque dans les avions. Quand un avion a une dépressurisation, les masques à oxygène tombent, faut que tu le mettes sur ton nez avant d'aider ton voisin. Et c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que tu peux lancer un projet si toi-même t'as pas ton oxygène, en fait. Donc, il faut déjà que tu aies un truc qui fonctionne, qui te serve un peu de socle viable, certain, sûr, etc., pour lancer d'autres projets. Une fois que tu as ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu lances tes projets avec moins de pression financière, tu peux avoir certains investissements que tu n'aurais pas forcément eu d'autre part, etc. Et oui, c'est un peu plus simple. Ouais. C'est un peu plus simple. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui va se lancer et qui n'a pas encore réussi de projet du coup? Alors, déjà, se rendre compte rapidement que c'est pas un projet viable. C'est-à-dire que là, faut être ultra réaliste sur les projets. C'est-à-dire que se laisser quelques mois, ok, mais au bout d'un moment, s'il y a rien qui marche sur ce projet en question, faut se faire une raison et se dire que si ça marche pas, s'il y en a d'autres qui sont pas lancés dessus, c'est qu'il y a peut-être une raison, mais faut pivoter. La remise en question perpétuelle. Voilà. Et surtout, ne jamais se lancer sur un projet coup de cœur. Ça fonctionne jamais. Enfin, moi perso, ça n'a jamais fonctionné. Mais dire un sujet qui te tient à cœur, qui te tient vraiment à cœur, ça peut pas marcher parce que tu as l'affect qui prend le dessus sur ton projet lancé et qui vient t'ajouter une sorte de déni sur tout ton parcours. Ouais, puis après, j'ai l'impression que souvent c'est plus dur d'être réaliste quand tu es sur un projet coup de cœur. Tu t'imagines vraiment des choses qui sont pas vraiment réelles. C'est ça. En fait, t'es dans un monde, c'est Alice au pays des merveilles, quoi. Quand tu te lances sur un projet coup de cœur, c'est que, un lapin qui me parle, c'est normal. Non, mais non, faut que tu sois purement cartésien. Et c'est là que tu dois te faire violence. C'est qu'en fait, faut que tu te bats sur des chiffres. Là où avant, par exemple, si t'as pas une formation dans la gestion d'entreprise, etc., toi, t'es dans tes lignes de code et ça s'arrête là. Tu dis, oh, regarde, j'ai sorti un super code. Oui, mais ça rajoute rien à ton projet. Et finalement, il y a personne qui est intéressé par ton projet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et du coup, quel chiffre faut aller voir en premier pour se dire c'est peut-être une bonne idée? S'il y a de l'argent qui rentre, tout simplement. Non, après, tu peux avoir tu peux sentir l'attraction par rapport à un engouement collectif. Mais après, l'engouement, c'est très particulier dans le sens où les personnes qui sont intéressées, il y en aura forcément. Les personnes intéressées qui sont capables de payer, ça, c'est encore autre chose. Donc, faut avoir un peu de recul par rapport à ça. Je sais qu'il y a des projets autour de l'hôtellerie que j'avais lancé qui intéressaient pas mal de gens. Mais par contre, des personnes qui voulaient payer par rapport à ça, non. Très peu. Ok, tu t'en rends compte au bout de combien de temps à peu près? Tu t'en rends compte assez rapidement dans le sens où au bout d'un moment, ces personnes qui sont intéressées, la réalité, c'est que bon, tu vas pas leur offrir quand même une plateforme gratuitement à du time, sachant que tu sais que toi déjà tu leur fournis un service qui est rentable pour eux. Il faut passer d'un coup à la caisse entre guillemets. Et là, tu vois que il y a pas de traction, donc il faut arrêter. Ça me fait penser à une autre question, mais souvent on dit que c'est plus facile le B2B pour faire payer les gens. Toi, du coup, t'es plutôt sur du B2C avec ton entreprise. Comment tu vois ça? Enfin, faut vraiment avoir beaucoup de valeur ajoutée pour vendre sur du B2C. Alors le B2, nous c'est particulier dans le sens où les gens viennent nous voir avec un stress. En fait, quoi qu'il arrive, nous, on n'est pas là en train de les draguer, dans le sens où dans le domaine des documents de voyage, ils doivent avoir leurs documents pour voyager. Quand ils vont dans une agence de voyage, l'agence de voyage doit les draguer parce qu'ils sont pas obligés de passer par eux. Le voyage est facultatif. Nous, quand ils viennent nous voir, c'est obligatoire. Enfin, obligatoire, dans le sens où Sinon, ils doivent ils avoir vont ce devoir se document par débrouiller nous tout ou par seul. un autre. Voilà, c'est ça. Donc ça va être galère pour eux. Le B2B, B2C, en fait, le B2C, si tu peux faire du volume, c'est top, mais tu auras pas très peu de récurrence. Tu vas en avoir, mais c'est assez symbolique. Le B2B t'apporte une sérénité dans le sens où quand tu as ferré
peu de B2B, après ton business peut rouler tout seul. Nous, on a ferré quelques agences, quelques transporteurs, donc tu sais que quand tu les as, après, eux-mêmes vont t'apporter du volume. En fait, ça va faire du B2B2C. Et derrière, en fait, t'as plus tellement de prospection à faire parce que ça tient tout seul, en fait. Et il suffit que la personne, en fait, qui gérait ça ait changé d'entreprise, aille chez un autre, ait gardé ton contact, tu vas passer chez un autre B2B, ça se fait tout seul. Voilà. Il y a les faire payer. Nous, c'est un secteur qui, quoi qu'il arrive, va arriver. Enfin, c'est une chose qui, quoi qu'il arrive, va arriver. Nous, c'est plutôt dans la sécurisation du flux entrant. Évidemment, du B2B, tu sécurises plus facilement ton flux entrant, quoi. Après, c'est engageant parce que tu demandes quand même, tu demandes énormément de garanties. Ce qui est très challengeant, c'est avoir de la crédibilité à leurs yeux. Quand tu es un jeune acteur et que tu arrives face à des partenaires historiques qui, eux, sont peut-être pas forcément pure players, qui gèrent encore les choses à l'ancienne, etc. Ok, comment tu arrives à être légitime à leurs yeux? La légitimité, c'est on a des process très agiles, on se connecte à n'importe quel système, là où les autres se connectent pas forcément simplement. On doit trouver des choses qui leur parlent. Voilà. Ouais, mais après, au final, que ce soit B2B ou B2C, c'est un peu pareil. Il faut de plus en plus être légitime. Plus il y a de concurrence, plus il y a besoin d'être légitime au final. Oui, oui, oui. Après, tu sais, sur Internet, non, les gens comparent. Les personnes sont, voilà, dans une posture vraiment de comparer les prestataires entre eux. Ils sont très, très regardants et de plus en plus exigeants, mais c'est normal. J'ai une petite dernière question bonus. Comment créer un parcours client réussi pour toi? Comment créer un parcours client réussi? En fait, le parcours client, tu ne le crées pas, c'est ton client qui va le créer. Donc en fait, il faut déjà que tu saches exactement ce qui se passe, que tu analyses l'existant des difficultés en fait pour tes clients. Il y a un truc très simple, d'ailleurs, que font énormément de grosses entreprises dans la tech, c'est que tu mets une personne qui est absolument pas digitale dans notre cas de figure devant ton projet. Tu vois ce qui se passe. Et c'est souvent en fait ces personnes qui justifient l'utilisation, le passage par une agence intermédiaire comme la nôtre, qui vont en fait te faire changer ton parcours client, etc. Donc voilà. Moi, je sais que j'utilise beaucoup mes proches pour essayer de savoir si ce qu'on a mis en place est bien ou pas. Des proches qui, du coup, ne sont pas du tout dans le technique. Ah non, non, à chaque fois, je me demande comment on a fait dans notre famille pour pour que je puisse avoir ah oui, mais c'est comme ça, hein. On choisit pas, mais voilà, tu mets des proches face à ton projet. C'est comme ça qu'on a su que les documents, c'est compliqué à envoyer. C'est comme ça qu'on a su que certaines phrases, formulations, fallait les changer. C'est comme ça que tu sais aussi que culturellement, certaines informations, tu les mets pas en avant de la même façon en fonction de tel ou tel pays. Par exemple, les Allemands sont très attachés à la protection des données, hein. Les Français un peu aussi, mais certains pays, la protection des données, c'est même pas un sujet. Ok, mais très clair. Je trouve que souvent, c'est pas trop fait. Enfin, souvent, ils le font plus tard dans les projets, mais ils mettent pas forcément face à des personnes qui les mettent en difficulté, je trouve. Oui, et surtout, faut pas que les personnes qui te mettent en difficulté, tu prennes la chose en te disant non, non, mais elle s'en sert mal en fait de ton projet. Non, si la personne n'a pas réussi à faire un truc, c'est pas qu'elle s'en sert mal. Toi, tu as eu du mal en fait à le monter au début. Il faut savoir quel est déjà l'entrée, le moyen de te faire connaître. Comment en fait ils arrivent chez toi. Une fois qu'ils sont chez toi, comment tu arrives à leur enlever toutes les frictions. Souvent, par exemple, on a un chat de support. Donc régulièrement, on exporte en fait les questions, on les met dans une grande IA et on sort le top 20 des questions qui sont posées sur le MyQuery. Et là-dessus, en fait, on rédige énormément autour de ces questions posées par l'utilisateur parce que ça répond à un besoin réel, une information standard. Par exemple, là, on a beaucoup de questions autour de la vaccination dans certains pèlerinages, des voyages autour des pèlerinages. Et ben, on fait des articles, des contenus pour répondre en fait à l'utilisateur par rapport à une question à un instant T. Donc voilà, c'est beaucoup analyser quelles sont les difficultés à un instant T de l'utilisateur. Ok. Moi, du coup, je suis dans le produit et je préfère largement que la personne utilise le produit devant moi que de lui expliquer comment ça marche. Souvent, les dirigeants, ils vont me dire tiens, on te présente un nouveau client, faut que tu lui montres. Et je lui dis non, moi, je lui montre pas, c'est lui qui fait. Et je regarde ce qu'il fait. C'est l'autonomie en fait. Tu cherches l'autonomie du client. Tu t'inspires aussi de ce qui se fait autre part, hein. C'est pas parce que quelqu'un fait un truc sur notre projet que c'est forcément bien, mais c'est pas dire que c'est forcément mal non plus. On utilise pas mal aussi tout ce qui va être heatmap, enregistrement de parcours client.
des choses un peu plus techniques, mais qui sont quand même intéressantes pour savoir comment ça fonctionne. On fait beaucoup d'A/B testing sur nos projets. Donc A/B testing, on a 2 versions de typiquement de nos formulaires. On va analyser par rapport à certains critères, c'est-à-dire que le wording autour de l'assurance, le wording autour du logo, le wording sur les couleurs de boutons, par exemple. Bref, qu'est-ce qui fait que tu arrives à convertir un peu mieux, quoi. Et du coup, pour les analyser, vous avez des méthodes en place ou c'est vraiment On a une méthode qui est entre l'écran et la chaise, en fait. Et la méthode, elle est là. Non, après, tu as forcément une part un peu humaine. Enfin, si, tu vas avoir des critères assez empiriques, des mesures assez empiriques, type, OK, combien de conversions on a. Mais parfois, en fait, dans ton parcours client, au-delà de la conversion, sachant qu'on a un parcours de conversion qui est très long, tu as envie d'avoir des critères un peu plus simples, qui sont parce que la personne se sent à l'aise à remplir ça, c'est une sorte de feeling en fait que tu peux pas avoir par les simples conversions en fait. Ok. Bon, je pense que les auditeurs auront de quoi réfléchir sur leur projet. J'espère. Où c'est qu'on peut te trouver pour suivre tes projets ou ce que tu fais Alors sur LinkedIn, au milieu des publications d'inspiration, d'entrepreneurs. Non, sur LinkedIn. Sinon, ça va être directement auprès du projet de Visamundi, qui est quand même le projet, on va dire, cœur. Je suis aussi mentor auprès du réseau IAO, qui est un mentoring sans engagement de la région Bretagne, qui est localisé surtout à Rennes, pour lequel je suis mentor auprès de jeunes entreprises. Et puis surtout dans la région nantaise, où il y a un énorme vivier en fait d'entreprises, pas forcément beaucoup dans le voyage, mais en tout cas de jeunes entreprises qui ont des dents qui rayent le parquet. C'est très bien comme ça. Mais en fait, à chaque fois, j'ai des Nantais. Petit à petit, j'ai trop envie d'y aller. Ouais, mais c'est ça, mais tu vas vouloir t'y installer après. Donc, ouais, mais ça manque de montagne un peu. Ah, c'est vrai, quand on doit partir à la montagne, il faut qu'on fasse de la route. Pas de souci. Bon, ça marche. Je mettrai toutes les infos en description pour te retrouver. Et puis voilà, merci beaucoup pour cet épisode. C'était super sympa. Merci Tamara. Et puis, au plaisir d'en savoir plus sur vos projets et puis de voir comment vous développez à l'international alors. Exactement. On t'invitera à Montréal, très volontiers. Allez, si c'est que ça peut se faire. Il y a la nage comme à Gap, donc c'est très bien. Ça va. Mais merci beaucoup. Je vous retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a inspiré ou motivé, abonne-toi, partage-le autour de toi et laisse-moi un avis pour aider encore plus de rêveurs. Toi aussi, tu as une idée, un projet ou une histoire à partager ? N'hésite pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec toi et pourquoi pas de t'accueillir dans un futur épisode. En attendant, souviens-toi, tes rêves sont à portée de main. Il suffit de faire le premier pas. À très bientôt pour un nouvel épisode de Take Your Dream.